En juin 1998, Danielle Morgan, 23 ans, quitta son domicile pour une courte promenade dominicale. Elle ne revint jamais. Sa Camaro noire disparut sans laisser de traces, aucun témoin, aucune épave, aucun signe de départ. Pendant 12 ans, sa famille resta sans réponse. Puis, en 2010, un box de stockage scellé fut vendu aux enchères à 300 km de là. À l'intérieur se trouvait la Camaro de Danielle, couverte de poussière, les clés encore sur le contact, un impact de balle dans le capot et quelque chose de caché à l'intérieur. Ce qu'ils découvrirent allait secouer tout un État et forcer la police à accepter les faits. La dernière photo de Danielle Morgan la montre en train de rire dans l'allée, une main sur la portière de sa Camaro noire, l'autre tenant un gobelet en polystyrène. La photo est floue, prise de l'autre côté du jardin, probablement par son frère, Mason. Le 21 juin 1998 était un dimanche, ciel dégagé, pas de vent. Danielle avait 23 ans. Elle quitta la maison vers 13h15, vêtue d'un jean, d'un débardeur blanc et de ses lunettes de soleil préférées, des montures noires ornées de petits cœurs rouges. Elle dit à sa mère qu'elle allait en ville pour prendre un café avec une amie. Le trajet fut rapide, elle n'eut pas de sac. Elle ne revint jamais. Au début, c'était facile à expliquer, peut-être que son ami avait eu un problème de voiture, peut-être qu'ils étaient allés ailleurs, peut-être qu'elle avait rencontré quelqu'un. À 17h, son téléphone a sonné. À 19h, Mason marchait sur le bas-côté de la route départementale 12 avec une lampe de poche. À 22h, le shérif avait été appelé. Au matin, sa Camaro avait officiellement disparu, tout comme Danielle. L'enquête préliminaire s'est déroulée exactement comme on pouvait s'y attendre dans une ville tranquille du Sud, où tout le monde jurait qu'il ne s'était jamais rien passé de grave, pas de traces de dérapage, pas de glissière de sécurité cassée, pas de portefeuille jeté dans un fossé, et aucune trace de la Camaro. C'était comme si elle avait été effacée au milieu d'une phrase. L'homme qu'elle devait rencontrer, Clay Harold, a fait une déclaration sans équivoque. Il a affirmé que Danielle ne s'était jamais présenté. Il a affirmé qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis des semaines et qu'ils étaient restés en bons termes, même s'ils avaient rompu 3 mois plus tôt et que Danielle avait cessé de le rappeler. Clay avait alors 27 ans, un homme soigné, fils d'un entrepreneur, pratiquant et gérant d'un atelier de carrosserie. Plus tard, il y eut des locations, des garde-meubles à court terme, des dons politiques. Il avait pleuré devant la caméra une fois, donné des interviews, organisé une veillée aux chandelles pour son anniversaire et déclaré qu'elle était la fille la plus gentille qu'il ait jamais connue. Puis le temps passa, comme toujours. En 2000, le nom de Danielle avait disparu de la une des journaux pour se retrouver sur un autocollant. En 2004, Clay Harold possédait 3 propriétés dans 2 comtés et avait discrètement vendu le garde-meuble où sa voiture finirait par se retrouver. Mason Morgan n'arrêtait jamais de chercher pas à la manière d'un présentateur d'interview télé, mais plutôt à petit feu. Il consultait les archives de police, empruntait d'anciens itinéraires, prenait des photos de voitures à la casse. Chaque fois qu'une Camaro apparaissait dans une fourrière ou sur un bord de route, il l'appelait. Il gardait sa photo dans son portefeuille jusqu'à ce que les bords jaunissent. Puis, en mai 2010, un entrepreneur du nom de Vince Ramirez a remporté un terrain de stockage saisi lors d'une vente aux enchères pour impôts impayés, 2 villes plus au sud. Pour $112.60, il a acquis le box rouillé et tout ce qu'il contenait. Il s'attendait à de vieux pneus, peut-être un matelas. Au lieu de cela, derrière un amas de bâches et de cartons pourris, il a trouvé une Camaro noire de 1997, scellée, couverte d'une épaisse poussière et verrouillée de l'extérieur par un cadenas rouillé. Les clés étaient toujours sur le contact. La police fut appelée. Le numéro d'identification du véhicule correspondait à celui du véhicule disparu de Danielle. Aucune trace de sang, aucune trace d'effraction. La voiture était en parfait état, à un détail près, au centre du capot, juste au-dessus de l'emblème, se trouvait un petit impact de balle nette. Et juste à côté, quelqu'un avait tracé un smiley dans la poussière avec son doigt. Quand Mason vit la photo, il resta silencieux pendant près d'1 minute. Il la fixa simplement, puis murmura « C'est elle. C'est la voiture. »
Puis, plus bas, quelqu'un l'a nettoyée parce qu'il connaissait Daniel, et il connaissait cette Camaro. Elle la lavait tous les samedis et gardait l'intérieur impeccable. Mais cette couche de poussière, ça ne datait pas de 12 ans. On aurait dit 3, 4 tout au plus, ce qui signifiait que la voiture avait été déplacée, peut-être même nettoyée, et certainement manipulée. Bien longtemps après la fin des recherches officielles, les policiers ont fouillé la voiture à la recherche d'empreintes, trouvant des traces partielles sur la portière conducteur et le coffre, mais aucune trace concluante. La ceinture de sécurité du passager était bouclée, lorsqu'ils l'ont détachée, un long cheveu blond s'est détaché au celui de Daniel. La boîte à gants ne s'ouvrait pas. Le coffre était vide. Mais sous le siège conducteur, Mason trouva quelque chose d'étrange, coincé profondément sous le tapis, un briquet argenté bon marché. Pas d'initiales, pas d'éraflure. Daniel ne fumait pas. Ils vérifièrent à nouveau les plaques d'immatriculation et l'historique de propriété, mais rien n'indiquait que la Camaro ait jamais été cédée à quelqu'un d'autre. Pas de transfert, pas de fourrière, pas de relevé de péage. Le box appartenait à une société écran, Black Ridge Partners LLC, immatriculée à une boîte postale. Mason s'est rendu sur place en voiture, a parcouru les chemins de gravier et a parlé au responsable de l'entretien, qui a simplement haussé les épaules et a dit que le box était scellé depuis qu'il y travaillait, il y était depuis 6 ans. Clay Harold ne fut pas surpris lorsque Mason frappa à la porte de son bureau. Il ne broncha même pas, je me doutais bien qu'il finirait par la trouver, dit-il. Comme ça. Clay se laissa aller dans son fauteuil, comme si Mason ne venait pas de laisser un fantôme sur son bureau. Cette voiture a disparu depuis 12 ans, dit-il, le regard vide. Que me veux-tu maintenant? Mason resta debout. Il n'accepta pas la place offerte, ne sourit pas, vous avez dit à la police que vous n'aviez pas vu Daniel depuis mai. Vous avez dit que vous n'étiez pas prêt. Clay hocha lentement la tête. C'est vrai. Mason sortit une photo de sa veste, imprimée la veille. On y voyait Daniel 3 jours avant sa disparition, debout devant une station-service sur la route 6. À côté d'elle, Clay Harrell lui entourait les épaules et lui souriait. Le visage de Clay se crispa. C'est censé être moi, demanda-t-il. La photo est granuleuse. Ça pourrait être n'importe qui. Tu portes la même montre que celle que tu portes actuellement, dit Mason. Clay ne baissa pas les yeux, il soupira simplement. Elle a demandé à la déposer ce jour-là, dit-il. Ça ne voulait rien dire. Pourquoi as-tu menti à ce sujet à l'époque, demanda Mason. Clay ne répondit pas. Mason s'approcha, la voix plus basse. Elle avait peur, hein? Le sourire de Clay se crispa à nouveau. Tu sais ce que Daniel aimait faire, Mason? Semer la zizanie. Faire parler. Elle pensait qu'elle allait dénoncer quelqu'un. Elle pensait qu'elle comptait. Mason serra les mâchoires. C'est vrai. Clay lui fit signe de la main. Je ne sais pas où elle est allée, fiston, mais je peux te dire ce qui ne s'est pas passé. Elle n'a pas été assassinée, et elle n'a certainement pas été enlevée. Il se tenait là, époussetant son pantalon. Elle est partie. Elle a peut-être rencontré quelqu'un. Peut-être qu'elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Il tapota le bras de Mason d'un air condescendant. Tu devrais laisser tomber. Mason ne bougea pas, tu es déjà entré dans ce garde-meuble? Clay cligna des yeux, puis sourit à nouveau. 10 minutes plus tard, Mason était de retour dans son camion, portière claquée, poing serré sur le volant. Son téléphone vibrait sur la console. Un message de l'agent Langlais, l'un des seuls adjoints à le rappeler encore, les résultats des empreintes digitales étaient revenus, les empreintes partielles sur la serrure du coffre correspondaient à celles de Daniel, celles du côté passager correspondaient à celles d'un homme inconnu. Les autres étaient tachées. Mason fixait l'écran, la mâchoire serrée. Un inconnu, côté passager. Daniel ne laissait personne conduire sa voiture, point final. Il se gara sur le bas-côté et composa le numéro. L'anglais, dit la voix. Il n'était pas garé là tout le temps, a déclaré Mason.
Ce véhicule était propre. La bâche qui le recouvrait n'était même pas déchirée. L'Anglais expira. Tu crois que quelqu'un l'a déplacé récemment? Je crois que quelqu'un l'a caché. Je crois que quelqu'un est revenu vérifier. Il y eut un silence. Puis l'Anglais dit, on ne peut pas rouvrir le dossier sans que vous ayez des éléments concrets. Je vais le chercher, dit Mason. Ce soir-là, il retourna au garde-meuble avec un pied de biche. Les portes de la Camaro avaient déjà été déverrouillées par la police, mais la boîte à gants était toujours coincée où il ne l'avait pas encore forcée. Mason alluma sa lampe de poche et se glissa sur le siège conducteur. L'air sentait la poussière et une légère odeur de moisi, mais le cuir conservait sa forme. Son parfum s'était estompé depuis longtemps, mais l'air sentait le sien. Il appuya sur le pied de biche sous le loquet de la boîte à gants et se pencha, dans un craquement, le compartiment céda. À l'intérieur, une cassette audio décolorée, une feuille pliée scellée sous plastique et un reçu de station-service daté du 21 juin 1998, à 13h42, soit 27 minutes seulement après le départ de Daniel. Le reçu indiquait $543, juste assez pour un soda, un Anka et un gallon d'essence. Au dos, un nom était écrit à la main, Clay. Mason fixa le nom, le plastique, la date. Il en eut le souffle coupé. Ce n'était pas un inconnu, c'était Clay Harrell, l'homme qui venait de lui dire qu'elle ne représentait rien. Il glissa la cassette dans un lecteur qu'il avait apporté. Elle siffla un instant, puis une voix se fit entendre douce, instable, enregistrée dans une pièce avec un écho. Daniel, je ne sais pas si ça mènera à quelque chose, mais s'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin que les gens sachent que j'ai essayé. J'ai trouvé des choses que je n'aurais pas dû. Je pense que Clay le sait. Je pense qu'il va faire quelque chose. S'il te plaît, dis à Mason que je ne suis pas parti comme ça. Je ne l'ai pas fait. La bande se terminait par un grattage, comme si elle avait été retirée au milieu d'une phrase. Mason était assis, pétrifié, la sueur froide perlant dans sa nuque. Clay avait menti. Daniel le savait et lui avait laissé des preuves. Et pire encore, la voiture avait été délibérément cachée, quelqu'un avait scellé son dernier message à l'intérieur, pensant qu'il ne serait jamais entendu. Il leva les yeux vers le pare-brise poussiéreux de la Camaro. Juste là, légèrement dessiné dans la crasse, à côté du trou de balle, se trouvait à nouveau le visage souriant plus frais qu'il n'aurait dû l'être, comme si quelqu'un était revenu récemment. Mason ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans la cabine de son camion, devant le hangar, il fixait la Camaro à travers le grillage. Ses jointures étaient à vif à cause du pied de biche. L'enregistreur était posé sur le siège à côté de lui. De temps en temps, il le repassait, la voix de Daniel, douce mais assurée, toujours effrayée, s'il m'arrive quelque chose, d'ici demain matin. Il n'était pas seulement en colère, il était prêt. Il s'est rendu directement au bureau du shérif du comté et est entré avec la cassette, la lettre et le ticket d'essence. L'agent l'anglais l'a rencontré sur le parking. Vous avez forcé la boîte à gants, lui a demandé l'anglais. J'ai ouvert la voiture de ma sœur, dit Mason d'un ton neutre. L'anglais écouta la cassette 2 fois. Son visage resta immobile, mais son pied frappa le sol. À la fin, il laissa échapper un soupir. Elle s'appelle Clay, dit l'anglais. Mason acquiesça officiellement. Et ce n'est pas seulement son écriture sur le reçu, c'est sa peur. On la sent. L'anglais fronça les sourcils. On va faire une analyse vocale. Enregistrez ça. Chaîne de traçabilité. Non, dit Mason. Tu vas t'asseoir dessus, comme toujours. Je veux que ça sorte. L'anglais leva la main. Mason, écoute. Clay a du pouvoir, des affaires foncières, des amis à la mairie. Si on veut porter l'affaire devant le procureur, il nous en faut plus. Qu'est-ce qui te manque encore quand la voix de la fille te dit qui a fait ça, lança Mason. L'anglais ne répondit pas. Ce soir-là, Mason rentra chez lui et sortit la vieille boîte à photos de famille. Il la trouva, la photo originale de Daniel penché sur sa Camaro,
3 jours avant sa disparition. À l'arrière-plan, un SUV argenté, un véhicule qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Il le scruta et zooma. Le SUV était garé de l'autre côté de la rue. Aucune plaque d'immatriculation n'était visible, mais l'autocollant du pare-choc correspondait à ceux utilisés par une entreprise de transport routier aujourd'hui disparue, Bayin Freight, une entreprise que Daniel avait mentionnée un jour dans un vieux journal. Mason commença à recouper les informations. À 1 heure du matin, il trouva la solution. Bayin Freight avait fait faillite en 2002. En 1998, un seul coordinateur logistique était enregistré en ville, Clay RL. Daniel connaissait l'entreprise, et Clay y avait travaillé. Il avait quitté l'entreprise avant la faillite, il avait probablement effacé son nom de tous les dossiers possibles, mais Mason avait tout imprimé. Il a construit un mur, Clay, Daniel, Bayin, la Camaro, la cassette. Ce n'était pas un hasard, c'était lié. Le lendemain matin, Mason reçut un appel non pas de l'anglais, ni du shérif, mais du responsable du garde-meuble. Et, dit l'homme, il y a eu du mouvement à l'arrière hier soir, près de l'unité 19. La caméra est instable, mais il y avait quelqu'un. L'estomac de Mason se serra. Il roula droit sur lui-même. Le cadenas était toujours en place, mais quelque chose avait changé. La bâche à l'intérieur avait légèrement bougé, quelqu'un avait ouvert la portière du conducteur. Sur le pare-brise, juste au-dessus du smiley, quelqu'un avait tracé 2 mots dans la poussière, défense d'entrée. Mason fit demi-tour et retourna à son camion. Il n'appela pas la police. Il appela Elie Mazzei, la seule journaliste qui avait couvert l'affaire Daniel en 1998 et qui ne l'avait jamais lâché. Il prononça 5 mots, ils essaient de l'enterrer. Et elle répondit, plus maintenant. La dernière fois que Mason avait vu Elie Mazzei, elle se tenait dans leur allée en 1998, un bloc-notes à la main et des mains tremblantes. Elle le retrouvait maintenant au Waffle House, près de Lille 90, même regard d'acier, même voix à moitié cassée. Tu l'as apporté, demanda-t-elle. Mason glissa l'enveloppe sur la table. À l'intérieur, la photo, le reçu et une copie numérique de la cassette. Elle ne demanda pas la permission, elle se contenta de brancher ses écouteurs et d'appuyer sur lecture. Il fallut moins d'1 minute à la voix de Daniel pour percer le cliquetis des fourchettes et le bourdonnement du grill derrière elle. Elie serra les dents. À la fin, elle retira lentement ses écouteurs. Mon Dieu, murmura-t-elle. Mason ne dit rien. Elle ouvrit le dossier et parcourut le ticket de caisse. Elle l'a acheté juste avant de disparaître. Il hocha la tête. Et le nom Clay, écrit par elle? Je parierais ma vie là-dessus. Les yeux d'Elie se relevèrent brusquement. Tu le es déjà. Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Mason se pencha en avant. Tu te souviens de cette vieille entreprise de transport, Bayin Freight? Elie haussa un sourcil. Celui qui s'est plié? Qu'est-ce que tu en penses? Clay y travaillait. Logistique. Elie cligna des yeux. Daniel le savait. Elle essayait de leur mettre quelque chose sous la dent. Elle pensait que quelque chose n'allait pas. Elie sortit son téléphone. J'ai encore de vieilles coupures de presse, rumeurs, expédition mal acheminée, embauche au noir, chauffeur disparu, mais tout cela a été attribué à une mauvaise comptabilité. La voix de Mason baissa, ou enterrée. De retour chez lui, Mason ouvrit la boîte à chaussures, celle que Daniel gardait sous son lit, maintenant rangée dans un placard. Il n'y avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, des talons de billets, des mots manuscrits, un reçu déchiré d'une librairie d'occasion et un rouleau de pellicule non développé. Le rouleau était étiqueté de la main de Daniel, Bayin June. Son cœur battait la chamade. Elie a fait appel à un laboratoire photo de Little Rock. Ils ont développé les négatifs en 3 heures. Les photos sont revenues en bande, palmes et visibles, la plupart étaient des clichés de parking, camions, remorques, quelques employés, aucun immédiatement reconnaissable. Puis Mason se figea sur la 6e image.
On y voyait la Camaro de Daniel garée derrière un entrepôt et, en face, appuyée sur un quai de chargement, Clay Harrell. Ellie la fixa du regard. Où a-t-elle été prise? Le terrain sur la route 9, dit Mason. L'ancien site de buy-in. Il a été démoli en 2002. Elle traça du doigt les contours de Clay. Daniel prit ceci ou quelqu'un le lui donna. La dernière photo montrait quelque chose d'étrange, un homme debout près d'une des caravanes, portant un badge de sécurité, tenant ce qui ressemblait à un presse-papier, mais son visage était flou à mi-chemin. Au dos de la photo, Daniel avait griffonné, le même type. Je l'ai vu près de la boutique de Clay aussi. Ellie a mis la ligne sur écoute. Elle était suivie. Ce soir-là, Mason ne rentra pas chez lui. Il se rendit en voiture à l'ancien atelier de carrosserie de Clay, désormais fermé et envahi par la végétation, les mauvaises herbes atteignant le pare-choc d'une plateforme rouillée à l'arrière. Il sortit avec une lampe de poche et fit le tour du garage. Derrière le garage se trouvait un hangar calciné, la toiture était presque entièrement effondrée. À l'intérieur, sous des planches cassées, Mason aperçut quelque chose de métallique, un classeur cabossé, à moitié fondu. Il força le tiroir. À l'intérieur se trouvait du papier endommagé par l'eau, presque inutile. Mais une feuille était intacte, un manifeste buy-in daté de 2 jours avant la disparition de Daniel. Il indiquait une cargaison sortant acheminée par l'unité 19, le même numéro de dépôt où sa Camaro fut retrouvée plus tard. Ses mains tremblaient. Il relut, Clay avait déjà utilisé cet appareil. Il s'éloigna du tiroir, le cœur battant, les oreilles rugissant dans le silence. Un craquement sec derrière lui le figea. Mason se retourna lentement. Une silhouette se tenait à la lisière des arbres, juste derrière le mur effondré du hangar, trop loin pour être clairement visible, mais observant. Il leva sa lampe torche, mais le temps que le faisceau traverse les arbres, son auteur avait disparu. De retour dans le camion, Mason verrouilla les portes et regarda le dossier sur le siège passager, la cassette de Daniel, le reçu, la photo de Clay au quai, et maintenant ça. Une trace écrite de buy-in jusqu'à l'unité exacte où sa voiture a été retrouvée. Il l'a dit à voix haute, à personne. Il savait exactement ce qu'il faisait. 3 jours plus tard, le courriel anonyme arrivait dans la boîte de réception d'Ellie. Pas d'objet, pas de texte, juste une pièce jointe dont le nom était « MMP4, vous n'en connaissez pas la moitié ». Elle ne l'ouvrit pas tout de suite, elle appela d'abord Mason. Ils se rencontrèrent dans son bureau au-dessus de l'ancien cabinet fiscal, un 2e étage loué qui sentait encore le tonique et le lysol citronné. La vidéo était granuleuse et tremblante, comme si elle avait été enregistrée à travers un écran de téléphone fissuré. Une voix de femme murmura derrière la caméra, il les oblige à utiliser des noms différents. Elle dit que le sujet posait problème, qu'elle était trop curieuse. Puis le cadre changea brièvement, montrant ce qui ressemblait à l'arrière de la tête d'un homme, cheveux gris, éclairage d'entrepôt, presse-papier. Une autre voix se fit entendre, claire, calme, maîtrisée. Pas de photo, pas de questions. Fais-la monter dans la voiture. Puis, des parasites, puis le noir. Mason resta silencieux pendant près d'1 minute. Ellie se pencha en avant, le souffle coupé. Cette voix. Mason avait la mâchoire serrée, les jointures blanchies autour de la coudoir. C'est Clay. Ils ont envoyé la vidéo à l'agent Langlais. Il les a rappelés 6 heures plus tard. Impossible à utiliser. Pas d'horodatage, aucun moyen de vérifier qui a filmé. Mais tu as entendu sa voix, dit Mason. Langlais marqua une pause. C'est suggestif, mais pas suffisant. Qu'est-ce qui serait suffisant, rétorqua Ellie. Langlais ne répondit pas. Plus tard dans la soirée, Mason était assis dans son garage, les yeux rivés sur la boîte à gants ouverte de la Camaro. Il rouvrit la cassette de Daniel et en passa les 5 dernières secondes. S'il te plaît, dis à Mason que je ne suis pas parti comme ça. Je ne suis pas parti. La cassette claqua doucement, sans plus rien. Mais Mason la rembobina et la rejoua, captant une légère grésillement juste avant la fin.
quelque chose en arrière-plan. Il augmenta le son de son ordinateur portable et nettoya le bruit avec une version d'essai d'un logiciel de montage qu'Ellie lui avait envoyé. Là, sous sa voix, un clic à peine audible métal contre métal. Puis une voix lointaine, « Ne laisse pas ça dans la voiture ». Un ton différent, pas la voix de Clay. Quelqu'un d'autre. Il passa le son à la transcription. La phrase correspondait à une voix masculine distincte, au ton agressif, à l'accent traînant du sud. Ce n'était pas Clay, c'était quelqu'un que Clay avait avec lui, un autre complice, peut-être l'homme qui avait scellé la boîte à gants, peut-être celui qui avait conduit la Camaro jusqu'à l'unité. Qui que ce soit, il était vivant en 1998, et il a commis une erreur. Mason retourna au dépôt, se gara 2 pâtés de maison plus loin et emprunta l'allée de gravier derrière. Cette fois, il ne regardait pas la Camaro, mais le haillon et les traces de pas près du fossé de drainage. 3 traces, une lourde, une étroite, une autre traînant comme une boîte. Il prit des photos, mesura les empreintes avec un mètre ruban et les envoya à Ellie. Elle les présenta à un contact médico-légal. L'empreinte de botte en argile du costaud correspondait à une photo de lui prise en 2005 lors d'une cérémonie d'inauguration. Celle qui boitait était inconnue. Mason savait ce que cela signifiait, Clay ne travaillait pas seul. Le lendemain, Clay Harold l'appela d'un numéro privé. Mason laissa tomber la messagerie. La voix de Clay était égale, presque amusée, « Tu continues à courir après les fantômes, Mason. Tu vas en trouver un qui te mordra. Laisse le passé enfoui, sinon quelqu'un va être blessé. » Mason a enregistré le fichier, puis l'a transmis à Ellie sans message, juste avec l'objet, masque qui glisse. Ils se retrouvèrent ce soir-là dans un restaurant fermé au nord de la ville. Ellie avait apporté quelque chose de nouveau, une coupure de journal de 1995, que Mason n'avait jamais vue. Titre, une jeune fille du coin disparue après une fête à Riverbank. Elle ne s'appelait pas Danielle, c'était Riley DeWitt, 17 ans, disparue après un feu de joie estival organisé par le personnel de Bayin Freight. L'affaire resta lettre morte, et l'adjoint qui s'était occupé du rapport initial était le cousin de Clay Harold. Mason se pencha en arrière dans sa cabine. Combien y en a-t-il? Trop. La voix d'Ellie était basse. Elle lui glissa un dossier. À l'intérieur se trouvaient 2 autres signalements de disparition aux 2 jeunes femmes, toutes 2 dans un rayon de 5 jours, toutes 2 disparues entre 1995 et 1999. Chacune avait un vague lien avec Bayin, le réseau routier ou le cercle social de Clay. Et toutes, comme Danielle, étaient qualifiées de disparition volontaire. Mason observa les rapports. Il ne s'agissait plus seulement de Danielle, Clay n'avait pas seulement menti, il avait construit un pipeline. Le lendemain, Mason se rendit dans l'ancien quartier de Clay Harold Opa pour l'affronter, pas encore. Il s'assit en face de la maison où Clay avait grandi, où vivait encore son cousin. Même allée fissurée, même mât de drapeau, même pick-up neuf devant, plaque d'immatriculation personnalisée H5A32T. Mason nota tout. Puis il roula vers l'est jusqu'à un magasin de disques d'occasion que personne ne fréquentait plus. À l'intérieur, il rencontra Sierra, une personne qu'Ellie avait retrouvée grâce aux archives de vieux blogs. En 1998, Sierra avait écrit un commentaire sous l'article de recherche de Daniel, signalé et supprimé, il me suivait aussi. Recule avant de finir comme elle. À l'époque, personne ne l'écoutait. Elle était maintenant assise en face de Mason, une tasse de thé ébréchée à la main, les mains tremblantes. J'ai travaillé chez Bayin pendant 6 mois, dit-elle. Stock, rien de bien important. Et tu connaissais Clay, demanda Mason. Elle hocha la tête, les yeux baissés. Tout le monde le faisait. C'était le genre de personne qui vous donnait l'impression d'être vu jusqu'à ce que vous essayiez de partir. Mason attendit. Sierra leva les yeux. Daniel m'a interrogé un jour sur certaines cargaisons, par exemple pourquoi on n'enregistrait pas le contenu des remorques. Je lui ai dit de faire attention. Mason se pencha en avant. Clay t'a menacé? Elle déglutit. Il n'était pas obligé.
Son cousin est venu chez moi 2 jours après mon départ et m'a dit, je ferais mieux de me taire. Le sang de Mason se glaça. Sierra fouilla dans son sac et en sortit un carnet usé, au bord gondolé, aux pages jaunies. Daniel me l'a donné, dit-elle. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais le cacher. Mason ouvrit la couverture. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de notes, listes d'employés, numéros de plaque d'immatriculation, surnoms. Une entrée était entourée 3 fois, unité numéro 19. Ne faites confiance à personne s'il est au courant. Une autre page portait les initiales, CHBD, la fille de 1995. Puis, en dessous, 2 autres personnes avaient déménagé, une autre observait. Ce n'était pas seulement un journal, c'était un registre. Et Daniel le construisait depuis des mois. Mason parcourut les pages. Une entrée ressortait, CH a dit qu'elle n'était qu'une simple femme de ménage, mais il avait l'air effrayé. Il a dit que son sourire était nouveau. Mason fixa le mot sourire. Il se souvint de celui dessiné dans la poussière de la Camaro, juste à côté du trou de balle et du second, 2 semaines plus tard, rafraîchi. Quelqu'un avait continué à le dessiner. Mason sortit et appela Ellie. On avait tort, dit-il. Il ne s'agit pas que de Daniel. Il lui expliqua le carnet, les noms, le motif. Ellie resta silencieuse. Puis elle dit, venez me voir. Je viens de trouver quelque chose que vous devez voir. Ils se retrouvèrent 1 heure plus tard sur le parking d'une épicerie à un espace public, bien éclairé et neutre. Ellie ouvrit son coffre et lui tendit un dossier. À l'intérieur se trouvait un scan d'un contrat de location d'une société de stockage, daté du 18 juin 1998, signé par Clay Harold unité numéro 19. Le paiement avait été effectué en espèces, pour une durée d'1 mois, 3 jours avant la disparition de Daniel. Il a signé, dit Ellie, de son propre nom. Les mains de Mason tremblaient. Il a déplacé sa voiture là-bas avant même qu'elle ne soit partie, continua Ellie. Ou du moins, il l'avait prévu. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un geste de panique, c'était prémédité. Mason leva les yeux, la mâchoire serrée. Et si elle était encore en vie? Ellie cligna des yeux. 12 ans plus tard, il acquiesça. Si elle en savait trop, si elle avait vu ce qu'il faisait, peut-être qu'ils ne l'ont pas tué. Peut-être qu'ils l'ont gardé. Peut-être qu'ils l'ont encore déplacé. Ellie ne répondit pas, mais elle ne discuta pas non plus. Ce soir-là, Mason retourna à la Camaro une dernière fois. Il s'assit au volant, porte close, les vitres embuées par son haleine. Il glissa la cassette de Daniel dans le lecteur et écouta à nouveau sa voix. Puis il se pencha et regarda sous le tableau de bord. Là, collé sous le tableau de bord avec du ruban isolant noir, se trouvait une fine bande de plastique, un mini-enregistreur audio, plus petit que la cassette. Il la détacha lentement. Une étiquette sur le côté indiquait « Sauvegarde ». Ne pas écouter. Il l'a fait quand même. La cassette a cliqué, grésillant, puis la voix de Daniel au plus proche cette fois murmurait « Clay n'est pas le seul. Il y a quelqu'un d'autre. Il l'appelle le courtier. Je crois qu'il déplace des filles. Je crois qu'il me surveille. » Elle marqua une pause, puis murmura quelque chose d'autre, faible, presque inaudible, « Je crois qu'il sait que j'ai caché ça. » Puis un son, ni sa voix, ni celle de Clay, un homme bas et grognant juste à côté du micro, dit au revoir. Puis l'enregistrement s'est terminé. Mason resta figé. Daniel avait tout enregistré jusqu'au moment où elle avait été enlevée. Et maintenant, il avait son dernier avertissement et le nom qu'il n'avait jamais vu venir, le courtier. 2 nuits plus tard, l'appartement d'Ellie a été cambriolé. Ils n'ont rien volé, ils ont juste ouvert tous les placards, tous les tiroirs, retourné les coussins, et n'ont rien emporté, à l'exception du dossier contenant les notes de Daniel. La serrure était intacte. Celui qui a fait le coup avait la clé. Elle appela Mason au petit matin, la voix monocorde et tremblante. Ils l'ont pris. Quoi, dit-il. Le registre de Daniel,
le dossier avec le bordereau de location de Clay, tout. J'ai tout scanné, dit Mason. C'est sauvegardé. Ellie expira bruyamment. Ils savaient quoi chercher. Ils n'ont même pas touché à la télé. Mason ne dormit plus. À l'aube, il était devant le garage de Clay Harold désormais vendu et rebaptisé par un nouveau propriétaire, mais le hangar à l'arrière était toujours debout. Il parcourut seul le périmètre, grillage, cadenas, une nouvelle caméra installée au-dessus du portail de l'allée. Il frappa à la porte du bureau et demanda à voir le propriétaire. Un homme nommé Dustin est sorti à la trentaine, la chemise tachée de graisse, polimée sur ses gardes. Je l'ai acheté à l'entreprise d'Harold l'année dernière, a-t-il dit. Il n'y avait pas grand-chose, juste le bâtiment et ce qu'il y avait sur place. Tu as déjà fouillé le hangar? Dustin secoua la tête. Ce truc? Ce n'est qu'un nid à rats et du plastique fondu. On y range des pneus maintenant. Mason hocha la tête. Ça te dérange si je regarde? 10 minutes plus tard, Mason était seul dans le hangar. Il scruta chaque mur, chaque poutre, rien de nouveau. Puis il vérifia le sol. Un coin semblait bizarre, le béton plus foncé, irrégulier. Il s'agenouilla et traça une ligne avec sa clé au du ciment frais sous la poussière sèche. De retour dans son camion, Mason appela de nouveau Ellie. Qui a coulé du béton sur une partie du hangar? Ellie marqua une pause. Si Clay l'avait fait lui-même, ce ne serait pas enregistré. Mais s'il avait payé quelqu'un? Trouvez l'entrepreneur, dit Mason. Je trouverai la raison. Ce soir-là, il parcourut à nouveau les notes de Daniel, les scannait. Une page mentionnait l'endroit avec l'escalier métallique et la lumière jaune derrière le congélateur. Mason la fixa. Il ne s'agissait pas de buy-in. Ce n'était pas le garde-meuble. C'était ailleurs, sur un deuxième site. Il a appelé Sierra. Je m'en souviens, dit-elle. Escalier métallique, lumière jaune. Il y avait un endroit derrière l'un des restaurants. On y livrait. Il y avait un congélateur à l'arrière et une odeur bizarre, comme de l'eau de javel et de la rouille. Le pouls de Mason s'accéléra. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. On n'avait pas le droit d'y retourner. Clay disait que c'était un lieu de stockage sécurisé, seuls certains conducteurs possédaient des clés. Tu te souviens où c'était? Elle marqua une pause. Je peux t'emmener. Ils se retrouvèrent 2 heures plus tard, juste après le crépuscule. Sierra semblait nerveuse, sa veste fermée, les mains enfoncées dans ses manches. Le bâtiment était toujours là, abandonné. Autrefois un restaurant familial, il était désormais éventré, les fenêtres noircies, seul le terrain arrière était resté libre. Sierra pointa du doigt. C'est ça. Derrière le congélateur. Ils avançaient lentement. L'escalier métallique était rouillé, mais intact. La porte arrière avait été forcée à un moment donné. À l'intérieur, le sol était gluant. Une rangée de congélateurs bordait le mur du fond, maintenant débranché et empestant la pourriture. Derrière le dernier, un étroit couloir de service, et au bout, une porte en acier. Mason essaya la poignée. Verrouillée. Il colla son oreille contre le métal. Rien. Puis, faiblement, un bruit sourd, un autre bruit sourd, puis le silence. Nous devons appeler l'anglais. Mais Sierra était déjà en train de composer le numéro. Lui dire quoi, demanda-t-elle. Que nous avons trouvé une porte verrouillée dans un endroit que Clay contrôlait. Mason ne répondit pas. Il baissa les yeux. Près de la porte, dans la poussière, se trouvaient des traces de pas ou des empreintes de pas, l'une récente, l'autre plus petite. Celle d'une femme. L'anglais arriva 22 minutes plus tard. Il sortit de sa voiture, la main déjà posée sur son étui. Dans quoi m'engage-je exactement? Une chambre froide, a déclaré Mason, qui est fermée à clé depuis au moins 1998, avec des traces fraîches et peut-être quelqu'un de l'autre côté. L'anglais n'a pas protesté.
Il a sorti une pince coupante de son coffre. Ils ont enfoncé la porte à 21h37. À l'intérieur se trouvait une pièce étroite, froide et silencieuse, et dans le coin le plus éloigné, une silhouette, une femme recroquevillée sur elle-même, les mains liées, la tête couverte, vivante. L'Anglais s'avança le premier. Mason suivit. La femme tressaillit à la lumière, sa voix sèche et brisée lorsqu'on coupa ses liens. Elle ne parla pas encore. Elle tremblait, les yeux écarquillés, la peau pâle et marquée de bleu. Puis, doucement, un mot. Daniel. Le personnel de l'hôpital avait dit que Daniel Morgan avait 35 ans. Mais lorsque Mason la regarda par la fenêtre d'observation, il vit une jeune fille figée à 23 ans, le visage pâle, amaigri, les mains tremblantes, les yeux qui s'agitaient à chaque fois qu'une porte s'ouvrait dans un couloir. Elle n'avait pas dit grand-chose, juste son nom, et une phrase de plus, répétée encore et encore. « S'il vous plaît, ne le laissez pas me trouver. » L'Anglais avait tout fait pour garder le silence, pas de presse, pas encore de rapport de police. Daniel était soigné sous un pseudonyme. Ellie se tenait à côté de Mason, les bras croisés. « Elle est encore sous le choc, dit-elle. Il lui faudra peut-être des jours avant de parler. » Mason hocha lentement la tête. Elle l'a dit. Singulier. Ellie se retourna. Clay. Mason secoua la tête. Elle savait déjà que Clay était impliqué. Cette peur, elle concerne quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Mason rentra chez lui et étala chaque pièce, photos, bordereaux de stockage, le grand livre, la cassette, la citation de l'enregistreur caché de Daniel. Il l'appelle le courtier. Ce nom n'apparaissait nulle part dans les dossiers de Clay, aucune trace écrite, aucun bail, aucun pseudonyme. Mais Mason se souvenait d'une chose, Balin avait des chauffeurs clandestins ou des types qui utilisaient de faux noms, transportaient du fret non répertorié, se faisaient payer sous le manteau. Ellie avait interviewé un homme des années plus tôt, un certain Reban, qui avait disparu avant son procès. Mason l'avait appelé. « Vous avez dit qu'un des chauffeurs laissait des reçus de paiement ?» a-t-il demandé. Y en avait-il qui portait le nom de courtier sur les étiquettes? Ellie hésita, puis dit, il y en a un qui a dit ça, BKR 47. Je croyais que ce n'était rien. 2 heures plus tard, elle lui envoya le scan d'un vieux reçu de station-service daté du 22 juin 1998, le lendemain de la disparition de Daniel. $13.11 en espèces. Numéro de camion, BKR 47. Ligne de signature vierge. La station-service se trouvait à 10 km du restaurant où Daniel venait d'être retrouvé. L'estomac de Mason se noua. Quelqu'un l'avait déplacée et pas qu'une seule fois. Elle était restée cachée tout le temps, et quel que soit le courtier, il était toujours là. De retour à l'hôpital, Daniel commença à parler. L'Anglais appela Mason à 18h43 et lui dit simplement, « Elle est prête. » Il faisait chaud dans la pièce, trop chaud. La voix de Daniel n'était qu'un murmure, chaque phrase demandant un effort. « Je n'étais pas censé y aller, dit-elle. Je suivais juste un camion, un de ceux de Balin. Je pensais que Clay avait rendez-vous. Je voulais une photo. » Mason resta silencieux, la laissant parler. « Je les ai vus avec une autre fille, plus jeune. Elle pleurait. Ils l'ont poussée dans la chambre froide. Mes mains tremblaient, j'ai couru, mais quelqu'un m'a attrapé. Pas Clay. Quelqu'un de plus grand. » Mason se pencha. « Tu te souviens de son nom? » Elle hocha lentement la tête. « Comme on l'appelait, le courtier. » Elle ferma les yeux. « Clay m'a dit que je pouvais encore partir, que si je lui donnais le film, il me laisserait partir. Je ne l'ai pas cru. Je lui ai quand même donné le film, mais j'ai gardé la copie de sauvegarde. » C'est là qu'ils ont compris. Mason le sentit dans ses entrailles, une goutte sourde et nauséabonde. « Au début, ils m'ont enfermé ailleurs, dit-elle. Quelque part dans les bois. Puis, pensant que la police surveillait Clay, ils m'ont emmené ici.
Ils ont dit que personne ne me retrouverait jamais, que le monde avait déjà oublié. Sa voix s'est adoucie. Ont-ils oublié? La voix de Mason se brisa. Non. Ellie arriva quelques minutes plus tard avec son enregistreur et posa des questions discrètes. Daniel acquiesça d'un signe de tête lorsqu'elle donna son consentement. La séance dura 41 minutes, nom, routine, date, numéro de stockage, et même le nom du cousin de Clay, celui qui avait menacé Sierra en premier. L'Anglais appela la police d'État le lendemain matin. Le dossier était désormais trop volumineux, trop sale, trop politique. Lorsqu'ils ont perquisitionné la maison de Clay Harold, il était déjà parti. Selon ses voisins, il était parti vers 4 heures du matin dans un pick-up Dodge blanc, chargé à la va-vite, avec un seul sac de sport. Son bureau avait été vidé, disques durs effacés, documents déchiquetés. Mais une chose avait disparu, collée à l'intérieur du tiroir de son bureau, une bande de ruban adhésif avec une phrase griffonnée à la main, « Souriez ». Elle regarde toujours. Ellie regarda la photo que Mason avait prise. Ce n'est pas une menace, dit-elle. C'est de la peur. Mason hocha la tête. Clay ne se moquait pas d'eux, il courait. 3 jours après la disparition de Clay Harold, un camion identique au sien fut retrouvé incendié près d'une route d'accès à la rivière, à 70 km à l'est de la frontière du comté. Le numéro d'identification du véhicule avait été limé, les plaques manquantes, pas de sang, pas de corps, juste des cendres, du verre fondu, et 2 choses restées intactes, un téléphone portable après paiement, batterie retirée, et une page pliée, à moitié carbonisée, rangée dans la boîte à gants. Ellie fut la première à la lire. Seuls 2 mots restèrent lisibles, demandés à Darren. Mason se tenait au-dessus de la photo imprimée dans le bureau d'Ellie, les doigts crispés sur les bords. Mais c'est qui, Darren? Ellie a ressorti le manifeste de stockage, la liste des employés de buy-in de 1998, que Daniel avait partiellement reconstitué. Il était là, Darren K. Harold, le cousin de Clay, celui-là même que Sierra avait nommé, celui-là même qui avait déposé le rapport de disparition de la jeune fille de 1995, restée lettre morte. Ils ont dépouillé tous les documents publics qu'ils ont pu trouver. Darren avait démissionné du bureau du shérif en 2000, créé une entreprise de sécurité privée en 2002 principalement dans le domaine immobilier, tenu à l'écart de la presse, sans casier judiciaire. En 2004, il avait acheté un terrain à 8 km de la ville, isolé, boisé, entouré de clôtures. Sur le papier, il était indiqué comme un centre de formation aux armes à feu et à la survie, mais pas de site web, pas de cours, pas de publicité, et personne ne l'a jamais vu ouvert. Mason regarda Ellie. Tu crois que Clay a couru vers lui? Ellie ne sourcilla pas, je crois que Clay est mort et que Darren règle les derniers détails. Ils se sont rendus à l'Anglais, qui a transmis l'information au bureau d'État. Il a fallu 48 heures pour obtenir un mandat, et 12 heures supplémentaires pour mobiliser l'équipe. Ils ont attaqué le complexe à 6h42, en pleine intervention tactique. À 7h03, le périmètre était franchi. À l'intérieur, il y avait 6 pièces, 3 congélateurs scellés, un ordinateur portable enterré, mais pas de Darren. Ce qu'ils trouvèrent fut pire, dans une armoire verrouillée, 27 cassettes VHS numérotées à la main, chacune portant seulement des initiales et des dates, et dans un tiroir en acier, une pile de cartes d'identité et de dépliants de personnes disparues, la plupart usées, certains avec du sang sur les bords. Celui de Daniel était en haut, mais aussi celui de Riley. Et une autre fille, dont le nom était entouré 3 fois, Elan Armazé. Le visage d'Ellie devint blanc quand elle le vit. « C'est moi », murmura-t-elle. Mason se tourna lentement. « Quoi ?» Elle hocha la tête. « Avant, j'utilisais mon deuxième prénom, Rachel, pour mes signatures. J'ai reçu un appel en 1999, quelqu'un m'a conseillé de laisser tomber l'histoire de Béline. Je ne savais pas qui c'était. » La voix de Mason était neutre. « Il te surveillait aussi. Cet après-midi-là, les enquêteurs de l'État ont envoyé une copie numérique des enregistrements aux analystes médico-légaux. La bande numéro 14 était celle de Daniel.
La bande numéro 7, granuleuse et sombre, était celle de Riley, la fille de 1995. La bande numéro 22, en revanche, était différente, on y voyait Clay debout près d'un garde-meuble, parlant à quelqu'un hors champ. Sa voix était claire. Celle-là, c'est trop compliqué. Emmenez-la chez Darren en attendant qu'on trouve quoi faire. Hors champ, une voix masculine répondit, on va la garder au frais. Ordre du courtier. C'était la preuve, correspondance vocale, date confirmée, chaîne de commandement dévoilée. Clay avait confié Daniel à son cousin. Le cousin travaillait pour le courtier. Le système était réel, mais il n'était pas terminé, car Darren était toujours introuvable. Et le courtier au toujours pas de nom, pas d'adresse, pas de visage ne parlait que de murmures. Ce soir-là, Mason vérifia une dernière fois la Camaro. Maintenant au poste de police, il y a la seule. Pas de lampe de poche, juste des souvenirs. Il ouvrit le coffre, tâta sous la moquette. Ses doigts effleurèrent quelque chose de dur, enveloppé de ruban adhésif. Il le décolla. À l'intérieur, une clé en métal, tachée, rayée, gravée d'un numéro à 5 chiffres 24 783. Il la fixa. Ce n'était pas une clé de maison. Ce n'était pas celle de la Camaro. C'était celle d'un coffre-fort. De retour chez lui, Mason ouvrit à nouveau le carnet de Daniel, la version numérisée. La page 12 contenait une liste de chiffres. Un seul était entouré, 24 783. S'il arrive quelque chose, c'est la dernière carte. La banque était à 2 comtés de là. Mason ne franchit pas la porte d'entrée. Il demanda une faveur non pas à l'anglais cette fois, mais à un ami de la garde, quelqu'un qui travaillait pour la sécurité des enquêteurs de l'État. Maintenant, ils avaient un mandat. Le coffre-fort étiqueté 24 783 était entre les mains de Mason. À l'intérieur, une cassette audio, une petite chemise en papier craft et une photo face cachée. Il prit la chemise en premier. À l'intérieur se trouvaient 5 pages non manuscrites, mais dactylographiées avec nom, adresse, numéro d'unité de stockage et virement bancaire. Le logo de Buy-in Frecht s'estompait dans un coin et en haut, résumé des opérations, courtier district 3, usage interne uniquement. La cassette arriva ensuite. Il n'attendit pas. Il la passa dans la salle d'épreuve, au bout du couloir. C'était encore Daniel. Sa voix était plus forte sur ce coup-là. Si vous entendez ça, je suppose que j'ai échoué. Je suppose que je n'ai pas réussi à m'en sortir. Mais j'ai tout gardé, les reçus, les virements, les numéros utilisés par Clay. Il y a un homme qui se faisait appeler le courtier, mais il a un vrai nom. Je l'ai trouvé une fois. Il travaillait dans une banque. Une pause, puis elle le dit, son nom est Carl B. Mertin. Mason arrêta la bande. Il fixa à nouveau le dossier, Carl B. Mertin, 61 ans en 1998. Responsable régional des prêts, puis consultant pour la division logistique de Buy-in. Aucune trace de lui après 2001, il avait disparu. Ellie entra quelques instants plus tard, le visage indéchiffrable. « Tu es prêt pour la photo ?» demanda-t-elle. Mason la retourna. C'était Daniel debout à côté d'un homme en chemise grise, une main sur l'épaule. Le même homme que sur les images du couloir du congélateur. Le même visage flou que sur la vieille pellicule développée au Clay, ni Darren Carl. La police d'État a passé le nom en revue dans toutes les archives. En 2002, Carl Mertin avait légalement changé de nom et quitté l'Arkansas. Nouvelle identité, nouvelle adresse. Il est mort dans un accident de voiture au Texas en 2009. Pas d'autopsie, pas de famille répertoriée. Enterré sous son nouveau nom dans une tombe anonyme. Il n'y aurait ni procès pour homicide involontaire, juste de la poussière, des papiers et des noms. Mais Clay n'était pas encore un fantôme. 5 jours après la découverte du coffre, un camion fut retiré de la petite rivière en aval, submergé pendant au moins une semaine. À l'intérieur, épinglé au tableau de bord dans du film plastique,
se trouvait une dernière lettre manuscrite, les mots de Clay. Je n'ai jamais levé la main sur elle, je le jure. Mais je ne l'ai pas empêché. Je l'ai laissé me faire peur. J'ai laissé le courtier nous enfermer dans cette histoire. On a tous eu notre part. On a tous gardé le silence. Elle a continué à creuser. Et comme elle refusait de lâcher prise, je l'ai aidée à disparaître. Je leur ai dit qu'elle était une source d'ennui, mais que je ne voulais pas sa mort. Elle était la seule à avoir jamais percé à jour mes doutes. Signé, Clay Harold. Daniel a passé 3 mois dans un centre de désintoxication sous un autre nom. Lorsqu'elle a finalement témoigné devant un grand jury à huis clos, elle n'a pas bronché une seule fois ni à la présentation des photos, ni à la diffusion des cassettes. Elle a demandé à conserver une chose avant de quitter la salle d'audience, la clé de la Camaro. L'original, encore rayé, encore marqué par la poussière de l'appareil où elle avait été retrouvée. Ellie remit à Mason la version définitive des aveux de Clay. Il ne les relut pas 2 fois. Il n'y avait là aucune conclusion, seulement de la lâcheté. La Camaro est toujours entreposée dans un compartiment à preuve, derrière une chaîne grillagée et du ruban jaune. Mason passe régulièrement. Il ne la touche jamais, se contentant de regarder le pare-brise. Le smiley a disparu, nettoyé lors de l'inspection du véhicule. Mais Mason jure que parfois, quand la lumière éclaire parfaitement le pare-brise, il brille encore.